La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire concernant la programmation en Java. Je suis Alexandre de l'équipe d'Open Classrooms. Je suis heureux de vous accueillir avec Romain qui donc va faire une démo sur plusieurs exercices que vous avez reçus il y a une dizaine de jours maintenant concernant la conception de bases de données. Et après, le but, ce sera d'apprendre à interagir avec donc en Java. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Voilà, donc je vais présenter rapidement comment le webinaire va s'articuler. Donc, voilà, on va travailler sur des exercices pratiques qui seront amenés à vous aider à appliquer et à renforcer vos compétences. Donc, on va travailler sur deux exercices sur lesquels vous avez travaillé ces derniers jours, si vous avez eu le temps de le faire, bien sûr. Et donc, on vous donnera la possibilité donc de poser vos questions. On prendra 10 minutes à chaque fois en fin d'exercice pour voilà, répondre aux questions. Donc, j'aurai la possibilité d'ouvrir les micros aux étudiants. Donc, vous pourrez lever la main. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, pour mettre en place une espèce de file d'attente pour qu'on puisse vous donner la parole. Sinon, vous avez aussi la possibilité donc de poser vos questions dans le petit onglet questions. Voilà, pour que moi je puisse aussi les filtrer et puis les poser à Romain ensuite pour que la conférence soit assez interactive. Donc là, il y a une dizaine de participants, on n'est pas nombreux, mais donc du coup, n'hésitez pas à prendre la parole si jamais vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi m'indiquer donc si vous m'entendez bien et si vous voyez bien tout ce qui se passe à l'écran, vous pourrez voilà, interagir de cette manière. Voilà. Donc je vais transmettre les clés à Romain qui va embrayer sur les exercices du jour. Donc Romain, tu me dis dès que tu as les rênes, normalement, c'est bon. Tu as la Ça a possibilité. l'air d'être bon. Alors, je vais donc vous partager mon écran. C'est par ici. Écran 2. Oui. Voilà, vous devriez voir normalement un écran avec Lucidchart. Tout à C'est fait, bien ça. c'est ça. Super. Donc on voit ton Eh bien, écran. bienvenue. Oui, merci. Bienvenue à tous pour ce webinaire qui est orienté conception de base de données et interaction avec une base de données à l'aide d'un code Java. Comme vous avez pu le découvrir sur le programme, ce webinaire est structuré en deux parties. La première partie, c'est tout simplement la conception de notre base de données. Comment, à partir d'un besoin métier, on va pouvoir définir notre fameux ERD, le schéma, le modèle physique de données. Et la deuxième partie, c'est sur la base de ce schéma de notre base de données, comment est-ce que mon application Java pourra interagir avec. On verra de façon empirique bien comment mettre en place des bonnes pratiques également et sur quoi on doit tendre en tant que développeur pour cela. Alors, peut-être la première chose qu'on peut faire ensemble, c'est reprendre l'exercice qui a été choisi pour ce webinaire, à savoir donc Design the Logical Model of Your Relational Database. On est donc dans ce cours et il y a un chapitre qui est Get Some Practice by Designing an ERD. Nous avons ici un cadre qui est très léger, décrit de façon sommaire. 4 entités, employés, département, client et puis personne à charge. Donc ici, c'est une terminologie anglaise qui est utilisée. Et on va voir ensemble de quelle manière on peut designer finalement cette base de données. Peut-être que vous avez eu l'occasion de vous préparer en reprenant les éléments fondamentaux de ce cours. On est ici dans le cadre d'une base de données relationnelle. Donc, on n'est pas dans le cadre des bases de données NoSQL, on fait bien du relationnel. On va donc chercher à normaliser notre base de données et également à mettre en avant bien certains points clés, typiquement veiller au fait que nos attributs sont atomiques, veiller aux clés primaires, aux clés étrangères, aux contraintes d'intégrité, faire en sorte que toutes nos tables aient à minima une relation envers une autre table. Et de cette façon, eh bien, on atteindra notre objectif qui est d'avoir une base de données relationnelle qui est bien construite. Alors, de quelle façon est-ce qu'on peut commencer ce type d'exercice ou ce type de réflexion? Peut-être se poser déjà quelques questions, étant donné qu'on est dans le cadre d'une base de données relationnelle, quelles vont être les relations entre nos éléments? Alors ici, quelques informations sont données dans l'énoncé. Ce qu'on sait, c'est que c'est la base de données qui va reprendre des employés et on peut dire que chaque employé est associé à un département. Donc, ça serait en quelque sorte son équipe de rattachement, le groupe dans l'entreprise de rattachement.
Ensuite, on a des clients et ces clients déjà vont avoir des informations similaires aux employés, c'est normal. Ce sont deux entités qui représentent finalement des personnes, par exemple des noms, prénoms, email, téléphone, adresse, etc. Mais aussi, ce qu'on peut mettre en avant sur ce cas, c'est que un client est pris en charge par un employé. Donc, de cette façon, on aura une relation entre notre entité employée et notre entité cliente, customers. Et enfin, la dernière entité, dependence, personne à charge. Donc là, on considère qu'au sein de ce système d'information, on sait si un employé possède une personne à charge. Donc, il y a pareil cette notion de relation, encore une fois. Lorsqu'on va essayer donc de designer notre base de données, on va peut-être commencer par les éléments les plus simples. Alors là, l'élément le plus simple qui m'apparaît, ça me semble être le département. Pourquoi? Parce qu'il y aura peu d'informations, simplement un ID et puis un nom. Alors on se souvient, l'ID, la clé primaire qui permet d'identifier de façon unique un des éléments de la table. Donc, on part sur notre logiciel, sur notre écran Lucidchart, et puis on peut bien commencer directement à faire notre modèle. Donc, je choisis ce schéma-là. De cette façon, je vais avoir la possibilité donc d'indiquer également mes clés. Donc, mon entité, on va la nommer Department en anglais. J'ai bel et bien une clé primaire. Donc, ma PK pour Primary Key. Son nom, ce sera Department ID. Alors ici, il y a plusieurs façons de noter nos attributs ou nos champs dans les tables. On pourrait simplement écrire ID et on comprendrait que c'est bien le Department ID puisque ce champ ID est sous la table Department, ou bien, certains estiment bonne pratique de répéter et de dire que c'est directement le Department ID parce que c'est encore plus explicite. Alors, je fais le choix pendant ce webinaire de définir mes clés primaires avec un nom très explicite, ici Department ID. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces clés primaires, on les retrouvera dans nos relations vers nos autres tables, potentiellement. Par contre, les autres attributs, vous verrez, on ne va pas répéter le mot Department à chaque fois. Typiquement pour le name, donc il n'y a pas de clé ni étrangère ni primaire. Je ne vais pas écrire Department Name, mais simplement Name. Alors, le type, on ne s'y est pas arrêté. Différents types, les principaux utilisés sont ints pour les valeurs numériques. Et pour le name, on va utiliser un varchar, c'est pour une valeur textuelle. Si on veut faire les choses propres jusqu'au bout, normalement, on va donner également un nombre de caractères pour notre varchar. Alors, pour notre name, on va être large, on va mettre 50 caractères. Ça suffit. Là, j'ai déjà une première table qui bien correspond à mes attentes, à savoir donc une table department, une clé primaire et puis le nom associé. J'ai ici une table qu'on appelle 3NF, une entité 3NF. Quand vous prenez le cours, c'est le niveau de normalisation. Donc là, je suis normalisé au mieux. Je n'ai pas de dépendance partielle, je n'ai pas de dépendance transitive entre mes attributs. Je n'ai pas non, j'ai ma clé primaire et je n'ai pas de duplication de valeur au sein donc de ma table. C'est vraiment l'idéal. On peut s'atteler désormais à la table suivante. Peut-être le plus simple, ce serait bien de commencer désormais avec l'employé. Alors c'est parti, on prend notre employé. Allez, on va essayer de faire ça pas trop moche. Donner un peu d'espace. Donc, employé. Tout d'abord, première idée, on a bien notre clé primaire en PK, qu'on va nommer donc employee ID. Et puis, on a donc notre type, on va aussi mettre numérique, integer. Deuxième notion, ça c'est l'énoncé qui nous le donnait. On a ici une information comme quoi il y a un attribut pour référencer donc cet employé. Alors, je vais tout simplement ajouter un attribut qu'on va appeler employee number. Ce sera également du numérique. C'est purement une information métier qu'on applique tout bêtement à notre entité. Je vais ensuite pouvoir donner, bien par exemple, le first name. On voit que je fais du camel case. Je commence mes attributs par des minuscules. Là, on est sur du varchar. Idem, on va mettre 50. Je vais rajouter quelques champs. Je pense qu'on en aura besoin. Et un employé, ça possède tout simplement aussi un nom de famille, last name. Désolé, on est en varchar. Très bien.
On a notre information certainement téléphonique, phone number. Alors là, je pourrais soit faire un type numérique, parce que je considère qu'un numéro de téléphone, ce sont que des chiffres, ou bien je pourrais faire un type peut-être de caractère. Pourquoi? Parce qu'on pourrait s'imaginer la capacité de prendre en compte, vous savez, les numéros internationaux avec le plus devant, et après, par exemple, on met un plus 33, etc. Donc moi, je vais choisir un type textuel pour gérer ce cas-là. Et dans le cas où je mets le plus, par exemple 33, 6, 11, etc., eh bien, je vais arriver jusqu'à un maximum de 12 caractères. Donc, pas de type numérique pour le numéro de téléphone. Pour le mail, on est aussi sur du varchar. On va mettre ça en 50. Alors, qu'est-ce qui nous manque? On a donc un prénom, un nom, un numéro de téléphone, un email. Peut-être qu'il faudrait une adresse à notre employé. C'est une bonne question à se poser. Comment est-ce qu'on va formaliser l'adresse pour notre employé? On sait qu'une adresse, c'est pas simplement une chaîne de caractères. On pourrait le faire, hein. On pourrait dire que l'adresse, c'est une chaîne de caractères et on met le numéro de rue, code postal, ville dans le même champ. Mais est-ce que ça serait une bonne pratique? Bien, pas du tout, parce qu'on ne respecterait pas le fait que les attributs doivent être atomiques, c'est-à-dire décomposés de façon le plus petit possible. Et en plus, on irait contre bien du coup cette normalisation. On va donc plutôt choisir d'externaliser l'adresse au sein d'une autre table, et une table aura pour responsabilité de gérer cette adresse, et je ferai donc une relation avec une clé étrangère. Donc, pour l'instant, je laisse de côté l'adresse, et je peux m'intéresser tout simplement au fait que mon employé, il va avoir aussi donc une hire date, à savoir sa date d'embauche. Alors, le type, eh bien, on peut mettre un type date. Les bases de données savent gérer les types dates, bien que parfois ça soit pas le plus facile à gérer. Certains développeurs font le choix de mettre les dates en string et de sauvegarder le timestamp. Vous savez, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Alors, c'est quelque chose qui peut se faire aussi, hein. Une valeur string avec un timestamp, c'est pratiqué. Il y a beaucoup d'objets Java ensuite qui permettent les conversions à partir d'un timestamp. On peut aussi utiliser tout simplement le type date d'une base de données. Une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à la relation entre le department et l'employé pour mettre en place notre première clé étrangère. Alors, le but du jeu, c'est de savoir où va se retrouver la clé étrangère. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'employé qui doit référencer le département ou est-ce que c'est le département qui doit référencer l'employé? Pour pouvoir répondre à cette question, on va s'intéresser sur ce qu'on appelle les cardinalités, à savoir un employé peut être associé à combien de départements et un département peut être associé à combien d'employés. On se doute bien qu'un département peut être associé à plusieurs employés. Il y aura plusieurs employés potentiellement dans un département. Et l'employé, lui, par contre, sera affecté, en théorie, on va considérer à un seul département. Bien évidemment, une entreprise pourrait vous donner des règles métiers différentes et auquel cas, notre modèle de données évoluerait. Donc là, si mon employé peut être associé à un seul département, mais que mon département peut avoir plusieurs employés, ma clé étrangère va se retrouver automatiquement dans la table employé. Je rajoute donc de nouveau un champ. Ici, je vais indiquer une FK, foreign key, que je vais nommer du même nom que la clé primaire que la table department. Donc ça, c'est un point important. La clé étrangère correspond à la clé primaire de la table associée. Le type, c'est donc du int. Et normalement, si tout va bien, en faisant ça, voilà. J'ai donc identifié ma première relation, à savoir donc une clé étrangère dans la table employé qui permet de faire un lien vers la table département. Excellent, c'est un premier bon point. On va pouvoir maintenant continuer de travailler. On va s'intéresser bien aux adresses, étant donné qu'on a dit que notre employé aura besoin d'une adresse. Je vais donc créer pour cela une nouvelle table. On va la mettre en dessous. Voilà. Donc, une adresse de façon très simple. On va le décomposer en une clé primaire. On pourrait aussi dire qu'une adresse est unique
et donc à ce moment-là, prendre tous les attributs de l'adresse, associer une clé primaire. On appellerait ça donc le fait d'avoir une table avec une clé primaire multiple. Par simplicité pour ce webinaire, on va simplement mettre un ID à chaque adresse. Et on va appeler ça donc l'adresse ID de type numérique int. J'arrive donc ensuite avec un champ que je nomme également adresse qui va être le numéro et le nom de la rue. Par exemple, 2 rue Paradis, pour reprendre l'ancienne adresse d'Open Classrooms. Ensuite, donc là, je suis sur un type varchar. On va mettre de la place en caractères. Alors, petit détail, sur la majorité des bases de données, le type varchar atteint les 255 caractères. Donc, on va mettre également donc, une ville. Varchar 20, allez. Je rajoute au moins 2 champs pour le code postal et le pays. Donc, postal, code. On va mettre ça aussi en varchar, celui-ci, allez, 10. Et state, varchar. On a donc notre table adresse. Magnifique. Et on va s'intéresser désormais à la relation avec notre table employé. Pour ce faire, encore une fois, je me pose la même question. Une employée aura combien d'adresses? Une adresse pourra être associée à combien d'employés? Et en fait, ce sont les mêmes réponses que par rapport au département, c'est-à-dire qu'on pourrait estimer que plusieurs employés habitent à la même adresse. Donc, une adresse peut être associée à plusieurs employés, tandis qu'un employé va posséder une seule adresse de résidence principale. Donc, on est dans un lien qu'on appelle un N. Et dans ce cas-là, on met la clé étrangère dans la table employée. On a donc une deuxième clé étrangère, FK adresse ID en int, en toute simplicité. On part d'ici et on va jusque là. Voilà, comme ça visuellement, on se rend bien compte de cette relation. On passe à une table suivante, à savoir la table dependence, parce que finalement elle est assez facile. Donc ce sont les personnes à charge de mon employé. Donc encore une fois, je prends une entité, on va le placer ici. Toc. On va appeler ça dependence. On a bien évidemment une clé primaire, on n'en perd pas l'habitude. Dependent ID. Alors je vais enlever, excusez-moi, le S. Voilà. Et on va pouvoir tout simplement donner un prénom et un nom de famille. Last name, varchar. On avait mis 50 pour l'autre table, on va rester cohérent. Et first name, varchar 50. Très bien. Maintenant, là, on va également avoir une relation avec notre table employée. À savoir, donc, une personne à charge est associée à un employé, tandis qu'un employé pourrait avoir plusieurs personnes à charge. De ce fait, eh bien, on va mettre la clé étrangère dans la table dependent. Je rajoute ici une ligne. FK, donc ici c'est l'employé ID et dégâts. Très bien. Alors peut-être pour que ça soit pas entrecroisé, on va descendre ça. Allez, voilà. On va mettre ça là-haut. Très bien. Et donc, on va partir de notre clé primaire qui est l'employé ID pour aller... Ah non, c'est l'inverse. Désolé. On va partir de là pour aller jusqu'à la clé primaire. Voilà. Excellent. Et donc ici, on a notre quatrième table où on retrouve encore une fois eh bien, cette relation entre mes deux entités. Je vais continuer avec la dernière table, la table Customers, donc mes clients, tout simplement. On va la placer ici sur la gauche, ça devrait aller. Je me donne un peu d'espace, voilà. Donc, mes clients. Alors, on se rappelle une règle de gestion, c'est qu'un client est pris en charge par un employé. Donc, on aura une relation
avec la table employé. Et puis un client va aussi avoir une adresse puisque finalement ce sont à peu près les mêmes champs que l'employé. D'ailleurs, vous allez voir, ce sera un bis repetita finalement de ce qu'on a fait avec la table employée. Donc, Customer ID, on va le mettre en integer. Et puis ensuite, on est parti sur ce qu'on a déjà fait. First name, varchar 50. Last name. Voilà, on va se donner quelques champs en plus. Un pour l'email, un pour le téléphone, et un pour la clé étrangère vers l'adresse ID, et un pour la clé étrangère vers l'employé. Voilà, comme ça, on a tout ce qu'il faut. On a donc dit qu'on a un phone number. On prend le même principe qui est de dire qu'on va le gérer avec les caractères. On a un email. Voilà. Et puis là, nos clés étrangères. Donc, ah oui, avant de les définir, puisque j'indique directement où elles se situeront, mais on se repose toujours les mêmes questions. Quelle est ma relation entre mon client et mon employé? Eh bien, on l'a dit, un employé va pouvoir gérer plusieurs clients, mais un client sera géré par un seul employé. Donc, puisque l'employé gère plusieurs clients, la clé étrangère, elle se situe du côté plusieurs, donc ici. De même, mon client aura une adresse, mais une adresse pourrait correspondre à plusieurs clients. Donc, même principe, je vais avoir ma clé étrangère du côté de la table Customer. Donc, foreign key vers employee ID, int, foreign key vers adresse ID, int. Très bien. Et maintenant, on va chercher notre primary key ici et on va chercher notre primary key à cet endroit-là. On n'oublie pas notre petit effet de design pour la lisibilité. Et nous avons désormais un schéma de base de données, toute somme cohérent par rapport à cet exercice. Et je crois qu'il correspond grosso modo à ce que l'auteur du cours avait proposé. Ce qui est vraiment important à retenir pour nous ici, c'est le fait dont on n'a pas oublié les fondamentaux, à savoir des clés primaires pour chacune de nos tables. Ensuite, qu'on a vraiment des attributs qu'on appelle atomiques, découpés de façon le plus précise possible. On a bien écrit un champ first name et un champ last name. On n'a pas fait un champ qui serait first name plus last name. Ça ne serait pas une bonne pratique. Pareil pour l'adresse, on ne l'a pas inclus à l'intérieur de la table employée ou de la table customer. Ce ne serait pas une bonne idée. Donc, on a plutôt externalisé au sein d'une table à part entière les adresses, même si bien, il faut bien le reconnaître, certainement d'un point de vue programmation, après dans notre application Java, ça sera peut-être un petit peu plus fastidieux à gérer. On a donc pour chaque table présente une relation vers une autre table, et c'est normal parce qu'on a designé une base de données relationnelle, et donc on a ici un schéma de base de données normalisé avec certains choix qui sont propres à chacun. Typiquement, le nombre de caractères pour les différents varchars, voilà, c'est un choix arbitraire qu'on pourrait optimiser ou changer en fonction de nos besoins métiers. En tout cas, ici, ce n'est pas critique. Ce qui est aussi donc important lorsque on livre ce type de schéma, c'est de fournir donc les informations sur le type de clé si le champ est une clé, donc PK ou FK, bien évidemment le nom. Alors ici, au terme de nomenclature, j'ai utilisé du camel case et pour les clés primaires, j'ai été explicite en répétant le nom de la table au sein du nom du champ, par exemple customer ID, et on spécifie bien également le type qui va permettre de s'assurer qu'en termes de modélisation de la donnée après dans l'application Java, on ne se trompe pas en termes de type, et puisqu'on le sait, le langage de programmation Java est un langage fortement typé, et donc on a besoin d'anticiper également ce point précis. On a fini ensemble pour ce premier exercice et je vais bien déjà vous laisser poser quelques questions si vous en avez. Et sinon, on passera sur bien le deuxième exercice, c'est-à-dire l'application Java qui permettra de interagir avec cette base de données. Alors, il y a deux questions qui ont été posées par Charlotte Judon. Alors, je ne sais pas si Charlotte veut parler directement, ou alors moi je peux faire le porte-voix et poser des questions. Je vais peut-être ouvrir son micro pour voir si elle veut parler directement. Ouais. Alors, tac.
Où est-elle? Alors, j'active son micro. Bonjour Charlotte, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu peux Bonjour. parler? Bonjour, voilà. Oui. Bonjour Charlotte. Moi, du coup, je voulais juste savoir si tu pouvais nous montrer un exemple avec une primary key composée de plusieurs attributs, en fait. Ah, bien sûr, on peut faire ça. Alors, souvent, les primary keys composés de plusieurs attributs, on s'en sert pour faire des tables de jointure. C'est dans le cas où on considérerait que potentiellement deux tables peuvent être associées de façon NN. Imaginons typiquement qu'on va considérer que notre client, notre customer, puisse avoir plusieurs adresses. Et une adresse peut également être associée à plusieurs clients. Alors à ce moment-là, ce qu'on ferait, bon, je vais casser mon schéma, c'est pas grave. Donc, on enlèverait cette clé étrangère et on créerait une autre table entre les deux. Toc. Cette table de jointure, on pourrait la nommer Customer Adresse, par exemple, et elle sera composée à minima de deux champs qui sont les deux clés primaires. Donc, on aura le Customer ID en in, bien évidemment, et on aura le Adresse ID, également en numérique. Et là, on a notre double clé, c'est qu'ici, c'est non seulement un PK, mais c'est également une foreign key. Et également ici, c'est un PK, mais également une foreign key. Le troisième champ, en l'occurrence, ne me sert à rien. J'ai donc bel et bien, ça rend pas ça joli, mais c'est pas grave, j'ai donc bel et bien une table avec deux clés primaires associées. Et s'il faudrait ensuite que je fasse donc ma relation, je partirai d'ici pour aller jusqu'à ma clé primaire customer. Je partirai d'ici pour aller jusqu'à ma clé primaire adresse ID. Voilà, Okay. un exemple tout simple d'une double clé primaire. Merci. Et du coup, j'en profite, j'avais une deuxième question. Oui. Quand tu dis qu'un attribut doit être atomique, donc ça doit être le plus petit possible, est-ce qu'il peut quand même y avoir plusieurs mots, par exemple, pour l'adresse, la rue, on dit rue de machin, par Eh exemple. oui, alors si on voudrait être encore plus précis, on pourrait décomposer encore plus cette adresse et dire qu'il y a l'intitulé de la rue, donc ça serait rue, avenue, etc. Puis après le nom de l'adresse. En soi, ici, j'ai fait le choix de dire qu'une adresse qui a un texte avec rue, etc., eh bien ça remplira le besoin et aller encore plus dans le détail rajouterait une complexité qui semble bien non nécessaire bien souvent dans l'implémentation de nos programmes. Mais tu as raison, on pourrait encore plus aller dans le détail. Non, mais je voulais juste savoir en fait si c'était possible de mettre plusieurs mots quand même dans un attribut. Mais du coup, Ah oui, ça oui, fonctionne. tu as le droit de mettre plusieurs mots dans un attribut. Je te donne un exemple. Imagine également que ton nom des départements, ça soit des mots composés. Tu vois? Donc, tu aurais plusieurs mots dans ton attribut. Ok, bah merci beaucoup. Tu as tout à fait le droit de le faire. Avec plaisir. Super, merci pour les questions. Alors, Olivier Bonheur a posé une question aussi. Alors, idem, je vais ouvrir son micro, ça peut être plus simple. Donc, je ferme celui de Charlotte d'abord et j'ouvre celui d'Olivier. Bonsoir Olivier, c'est à vous. Bonjour, tout d'abord, merci Romain pour cette très bonne présentation. J'avais une question, moi. Est-ce que tu pourrais montrer comment on pourrait modéliser une association réflexive? Par exemple, là dans l'exemple, si un employé pourrait avoir un réseau d'autres employés, des contacts avec d'autres employés, comment est-ce que tu ferais pour modéliser l'aspect réflexif, je dirais, de cette association? Alors, c'est une très bonne question. On va se poser la même question que juste avant. C'est en fait, quelle est la cardinalité? C'est-à-dire, est-ce qu'un employé peut être associé à un seul autre employé? Est-ce qu'il peut être associé à plusieurs autres employés ou pas? Alors, imaginons que tout simplement un employé, on va lui indiquer un supérieur hiérarchique. Donc, il n'aura qu'un seul et donc ça sera réflexive puisque le supérieur hiérarchique fait aussi partie de la table employée. Donc, on pourrait imaginer tout simplement rajouter un champ qui sera effectivement une clé primaire. Pour le coup, notre clé primaire, on ne la nommera pas employé ID puisque sinon on aura un problème, hein, notre base de données ne sera pas d'accord. Alors, je ne sais pas comment on appelle supérieur hiérarchique en anglais, on va dire que c'est le boss ID, voilà, pour faire simple.
Du coup, je suis aussi une clé étrangère et en tant que telle, je pourrais tout simplement également pointer vers ma clé primaire. Ça irait pas plus loin que ça. Si nécessaire, tu pourrais très bien aussi utiliser une table de jointure. Si tu considères qu'un employé peut être associé à plusieurs autres employés, eh bien, utilise une table de jointure, comme ici, où en fait tes deux clés primaires, ce sont en réalité des employés ID et qui sont toutes les deux aussi des clés étrangères. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Ça répond bien à ma question. Donc, effectivement, si la réflexion est avec une cardinalité plusieurs à plusieurs, il faut faire une table de jointure comme tu l'as fait pour le customer address, en fait. Ouais. Ah oui, tu n'auras pas le choix, sinon ta base de données ne te permettra pas de le représenter. D'accord, ok, bah, c'est très clair. Merci beaucoup. Hein. Merci. Avec plaisir. Trop facile. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Je ferme le micro d'Olivier. Alors, pas de main levée, pas de questions à l'écrit, il me semble. De toute façon, on a du travail qui nous attend avec le Java, donc c'est pas un problème. Super. Et bah dans ce cas, on peut embrayer. Donc, je vais fermer ma caméra et puis je te laisse poursuivre. Très bien, merci beaucoup. Alors, on se retrouve sur la deuxième partie de ce webinaire avec l'application Java. On part sur Eclipse. Bien évidemment, on a besoin d'un IDE. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher donc à interagir avec notre base de données. Vous avez peut-être eu l'occasion de regarder ce cours, donc intitulé Persist sur Java Applications Data with the Repository Pattern, qui montre de quelle façon on peut communiquer avec une base de données grâce à du code JDBC et également qui nous amène à utiliser un premier framework ORM, à savoir Hibernate. Dans cet exercice, on va tout simplement au début mettre en place notre base de données, notre connexion JDBC, donc relier notre programme Java avec la base de données. Puis on va commencer à interagir avec la base de données, voir comment ça se passe. Ensuite, on va essayer de comprendre de quelle façon on peut rendre ça un petit peu plus optimisé, développer une meilleure pratique finalement. Et de là, je vous laisserai aller plus loin avec les fameux frameworks ORM comme Hibernate, comme par exemple Spring Data, JPA, etc., etc. Alors, le premier point, pour vous poser le contexte, j'ai donc créé un projet Java qui est un projet Maven. On se souvient, Maven permet donc de gérer typiquement les dépendances de notre projet, de gérer également la structure du projet. Et donc, j'ai un fichier pom.xml de mon projet Maven avec donc quelques dépendances. Alors, une première dépendance, SQLite-JDBC. Vous la retrouvez dans le cours. SQLite est donc une base de données qui nous permet de stocker de la donnée et qui nous facilite la vie dans un cas de test comme aujourd'hui pour un projet Java. Vous auriez demain potentiellement besoin de travailler avec une base de données Oracle. Alors ici, on indiquerait une dépendance Oracle avec une base de données PostgreSQL, peut-être avec une MySQL, SQL Server. Eh bien, on adapterait la dépendance. Aujourd'hui, on va travailler avec SQLite. J'ai aussi mis une dépendance Log4j. Alors ça, c'est un logger en Java. Donc, les loggers nous permettent d'écrire des traces à travers ce qu'on appelle des appenders. Ces appenders, par exemple, vont indiquer ce qu'on va écrire dans la console, ce qu'on va écrire dans un fichier ou autre. Donc, en termes de bonne pratique, je vais utiliser un logger pour écrire dans la console et non pas faire du system.out.println. Le JUnit dépendance par défaut, on n'en aura pas besoin en l'occurrence. J'ai pré-créé certains packages. Donc, déjà, le package racine où vous allez trouver une classe Java UnitDB et une classe MyApplication. On va regarder ça après. Un package DAO, on reviendra bien dessus, et un package entité également. Tout d'abord, pour gagner du temps pendant ce webinaire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à l'avance toutes les requêtes SQL qui permettent d'insérer au sein de la base de données SQLite le schéma qu'on a préalablement défini. Donc, par exemple, create table, insert into. Alors, le but du webinaire n'est pas d'apprendre le SQL. Donc, on ne va pas forcément revenir ensemble sur tous les détails des requêtes SQL. Je pourrais, si besoin, répondre à les questions si vous avez des doutes, mais ce n'est pas vraiment l'objectif. Par contre, on va faire un premier zoom sur un point qui est la ligne 24. La ligne 24,
est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'obtenir ce qu'on appelle la connexion à notre base de données. Dans une application Java, cette connexion, on peut la manipuler à travers un objet. Cet objet, il est de type connection. Si on va dans nos imports, package java.sql et l'objet connection. Je peux donc récupérer la connexion à ma base de données à partir d'une autre classe, le driver manager. Encore une fois, c'est une classe qui m'est fournie au sein du framework Java, et une méthode qui s'appelle getConnection. Le paramètre que je vais fournir, c'est la chaîne d'authentification sur ma base de données. C'est une sorte d'URL à joindre, si je devais vulgariser. En l'occurrence, ce n'est pas une URL, mais c'est une vulgarisation qui nous permet de comprendre l'idée. Et étant donné que je fais du JDBC en Java, eh bien ici, je commence ma chaîne par du JDBC 2 points. Ce qui s'ensuit est particulier à SQLite. Donc, je mets SQLite et après, je mets le chemin jusqu'à ma base de données. De ce fait, ça va me créer un fichier et ce fichier représentera la base de données. D'ailleurs, au sein de mon projet, vous voyez, le fichier, il apparaît ici. Si j'étais peut-être avec une autre base de données, je fournirais ici eh bien, peut-être un hostname. Tiens, je vais travailler sur une base de données en local. Je vais mettre localhost. Après, un numéro de port. Peut-être que ma base de données est sur le port 8888 ou 9095, que sais-je. Et ensuite, je peux également donner un nom de base de données. Donc, ma base de données s'appelle peut-être MyApplication ou BDD. Et je peux également fournir, bien souvent, des paramètres à cette chaîne de connexion, comme un username, un password. Ici, on simplifie la vie. On donne simplement le lien vers notre fichier, qui est customers.db. Et pour ça, on dit merci à SQLite. Une fois qu'on a récupéré notre objet connection, eh bien, on va pouvoir récupérer un autre type d'objet qui sont des statements. Les statements vont nous permettre d'exécuter des requêtes SQL. On note au passage que si jamais la connexion ne se fait pas bien à notre base de données, eh bien une exception sera levée en Java. Et c'est pour ça que j'ai mis tout ce bloc de code au sein d'un try catch avec le fait que je cache les SQL exceptions. Alors, le but du webinaire n'est pas d'expliquer la gestion des exceptions en Java, mais on se souvient qu'on peut attraper donc, des exceptions pour y appliquer un traitement qui est plus propre qu'une immense stack trace rouge dans notre console ou dans l'application finale. Et en l'occurrence, ici, si j'attrape l'exception, je demande de l'afficher pour comprendre ce qui se passe. C'est ce que propose par défaut l'IDE. Donc, je crée mon objet statement, une autre étape obligatoire. Et ensuite, avec cet objet statement, je vais pouvoir exécuter des requêtes SQL. Alors, Pragma Foreign Key, c'est une particularité d'SQLite pour que les données, l'intégrité des données et des clés étrangères soient respectées. De ce fait, si typiquement, je vais vous remontrer le schéma précédent, si j'insère donc un nouveau dependent avec un employé ID, par exemple, qui vaut 6, alors qu'il n'y a aucun employé avec l'ID 6, eh bien, SQL retournera une erreur. Si je ne mets pas cette ligne, ça sera permissif et j'aurai le droit d'insérer des dependents avec un employé ID qui n'existe pas dans la table employé. On perd tout l'intérêt de la clé étrangère, donc on ne va pas faire ça, bien évidemment. Et ensuite, je crée mes tables, j'insère des données, etc., etc. Je crée mes tables, j'insère des données et je vais pouvoir être prêt donc pour ensuite manipuler ma base de données. Alors, je vais supprimer le résidu de base de données que j'avais. Il n'y est pas en fait. Si je fais un refresh ici, je pense que le fichier va disparaître. Voilà, c'est ça. J'exécute du coup initdb comme une Java application. Parfait. Donc, j'ai mis dans mon logger une première trace initializing database et une deuxième trace database is ready. Magnifique. Je peux d'ailleurs lancer un outil qui est SQLite Studio. Vous trouvez la référence dans le cours qui va nous permettre de parcourir notre base de données. Voilà. Alors, c'est un peu gros, désolé, pas très joli.
mais l'important, c'est qu'on puisse bel et bien visualiser nos données. Donc, typiquement, on a un customer, on a 2 adresses, 2 départements IT, HR, donc, et j'ai mis 2 employés, moi-même et un fameux Jason Smith, et voilà le customer. Donc, avec nos clés étrangères qui sont bien respectées. Très bien, on a une base de données qui est prête. Alors, maintenant qu'on a cette base de données, ce qu'on va pouvoir donc s'atteler à faire ensemble, c'est dans mon programme My Application, travailler avec cette base de données. On se souvient, première étape à faire constamment, c'est de se connecter à la base de données. Donc, je commencerai toujours par le code de connection. Excellent. Ensuite, étant donné que là, ça peut tirer une exception, directement, je vais faire un surround with try catch. Voilà. Et mon code, je le mettrai ici. Je vais donc communiquer avec une base de données à travers des requêtes SQL. Ce que j'ai fait jusqu'à présent et ce que je vous ai montré brièvement dans le initDB, c'est simplement de l'insertion. Donc, create, insert. Ce qui sera plutôt intéressant ensemble, ce serait de récupérer des données. Alors, pour récupérer des données, on va également définir un statement. Et on va pouvoir exécuter une query, mais qui retournera cette fois-ci un résultat. Donc, si je regarde ce que me propose mon objet statement, j'exécute query. Alors, c'est lequel? Donc, ça, c'est des booleans. Voilà. Et on voit que le type retour, ce coup-ci, c'est un result set. Donc, le result set contiendra les données de la base de données et moi, je pourrais le manipuler. Donc, on va le faire. Ici, on va tout simplement écrire une requête select pour récupérer les départements. On va prendre lequel plus simple. Et on veut tous les récupérer. Du coup, je vais pouvoir stocker le résultat au sein de l'objet result7, qui est de type java.sql. On va nommer notre variable rs égale. Comment est-ce que je peux manipuler ce result7 qui est le retour? Alors, on va regarder les méthodes qui sont accessibles. Et entre autres, on a normalement voilà, une méthode next. Donc, la méthode next du result7 me permettra d'accéder à l'itératif suivant. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire ensemble avec une boucle while. Donc, while rs.next. Et donc, s'il y a au moins un élément, eh bien, j'y accéderai. Ensuite, je vais récupérer la valeur donc, du champ en question. Je vais donc, bien, je sais que je dois récupérer un department name. Alors, on va appeler la variable department name. Je vais faire un rs.get. Et là, on note que j'ai beaucoup de get différents. En fait, ça correspond aux différents types qu'il y a dans ma base de données que je peux potentiellement manipuler. Alors, moi, je sais que eh bien, le name, c'est un champ string. Donc, je vais faire un get string. Puis, il va demander, par exemple, le colon label. Donc, ici, je vais lui dire que dans ma base de données, eh bien, ça s'appelle name. Attention, si je fais une faute d'orthographe à cet endroit-là, eh bien, ça ne va pas fonctionner. J'aurai une SQL exception avec le fait qu'un colon name ne correspond pas à ce qu'il a dans la base de données. Ça fait souvent partie des petites erreurs bêtes. Faisons bien attention à comment on écrit les noms dans la base de données et à bien réutiliser les bons dans notre code Java. Une fois que j'ai fait ça, imaginons qu'on veuille afficher cela. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon logger. Voilà, c'est sur la classe MyApplication. Et donc, je vais utiliser mon logger pour afficher le résultat. Donc, on va loguer en info et on va loguer le department name. En fait, j'ai un fichier, je ne vous l'ai pas montré, c'est un point de détail, log4j.properties ici, qui me définit un console appender et qui fait que dans ma console sera affiché ce que j'indique à mon logger. Donc, je me suis connecté à ma base de données,
j'ai créé mon objet statement et je fais un execute query de ma requête SQL. Et enfin, je boucle sur le résultat set pour afficher les department name. Je m'attends donc à recevoir deux valeurs, le HR et le IT. Alors, essayons en code son programme en espérant qu'il n'y ait pas d'effet démo. Magnifique, il n'y a pas d'effet démo. J'ai bien la valeur IT qui s'est affichée et la valeur HR qui s'est affichée. Alors, c'est pas mal de faire ça. Cependant, il faut reconnaître que ce n'est pas très optimisé. Imaginez qu'à chaque fois que vous devez communiquer avec une base de données, vous avez besoin de vous connecter, ensuite écrire l'execute query, puis ensuite de faire le rs.getString. Ce n'est pas une donnée facilement manipulable, surtout si on doit retourner cette information ensuite bien peut-être à un autre bout de notre code. Parce que là, j'ai manipulé un seul champ, mais normalement, j'aurais dû également prendre en compte le department ID égale rs.getInt de department ID. Et là, j'ai tout d'un coup deux valeurs à retourner et à fournir à un autre bout de code. Et si je reprends mon schéma de base de données où ici j'ai tout un tas de valeurs, bien comment est-ce que je vais faire? Donc, on va utiliser la notion d'entité et on va ce qu'on appelle binder donc nos entités Java avec nos tables de la base de données. On va donc définir qu'une table correspond à une entité, à une classe Java. Donc, si je prends la classe department que j'ai déjà créée à l'avance, on a donc une simple classe Java qu'on peut aussi appeler bin qui possède donc des attributs en privé avec des getters et des setters. Pas besoin de plus. Et on note que chaque attribut de la classe correspond donc à un attribut de la table, à un champ de la table. Donc là, j'ai mon attribut department ID et là, j'ai mon attribut name. Je vais donc vouloir binder cet objet Java avec le contenu de ma base de données. Je reviens dans My Application et je vais optimiser ce code. Je vais au préalable instancier un objet department qui sera finalement le conteneur de mes données. On va l'appeler dpt. On l'instancie. Voilà. Et ensuite, ces valeurs-là, on va s'en servir et on va les insérer au sein de notre objet. Set department ID, et je mets le department ID, dpt set department, set name, et je mets le department name. Voilà. Et donc, à la fin donc, de ce code, alors, excusez-moi, j'ai fait quelque chose de pas très correct parce qu'en fait, je pourrais avoir plusieurs departments. C'est pas que je pourrais en avoir, c'est que je vais en avoir plusieurs. Donc, je vais plutôt mettre en place une liste de departments. On va mettre ça au pluriel, comme ça on comprend que c'est la liste. On va créer une array list. Voilà. Je crée mon objet department, je l'ajoute à ma liste. Ici, add, et je mets mon objet dpt. Très bien. Ce logger, on peut l'enlever. J'ai donc créé, pour chaque itération, un objet department. J'ai saisi à l'intérieur de cet objet department les valeurs que je récupère de la base de données. J'ajoute ensuite cet objet à l'intérieur de ma liste. Et si on voudrait s'amuser donc à parcourir la liste, on va le faire très brièvement pour ne pas passer trop de temps dessus. Je vois que le temps passe très vite. On va définir un itérator. Un itérator sur department. D est égal à departments.iterator while. On ne veut pas tout ça. it.asNext. Maintenant, je vais récupérer mon department égal, je caste l'itérator résultant, c'est une itération. Alors, j'aurai plein de détails sur ce code, vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur la question.
Et je veux afficher, donc info, je vais afficher le d.getDepartmentID, plus on va faire une concaténation, d.palID, le name ce coup-ci. Voilà. Et si on exécute ce code, normalement, donc on a parcouru notre boucle, on a récupéré l'objet department et on va afficher. C'est parti. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Magnifique. On a bien l'ID 1 avec l'IT et l'ID 2 avec HR. Quel est donc le premier gros avantage? C'est qu'on ne manipule plus directement le résultat qui vient donc du résultat set, mais derrière, dans le traitement de notre code, on va manipuler directement un objet qui est l'objet department, l'entité qui représente notre table. On va aller encore plus loin dans les bonnes pratiques, qui est de dire on va créer des classes qui ont pour objectif de manipuler ou plutôt de construire ces fameuses entités. Alors, ces classes, bien souvent, vont nous permettre de faire ce qu'on appelle le CRUD. CRUD pour C create, R read, U update et D delete. Les 4 opérations clés qu'on va faire sur une entité dans une base de données. Cette classe va me permettre de créer donc une valeur au sein de la table, de lire une valeur de la table, de modifier une valeur de cette table, voire de la supprimer. Alors, selon les architectures, on trouve plusieurs noms. Ici, j'ai créé une couche DAO pour Data Access Object. Ce sont bel et bien donc des objets qui me permettent d'accéder à ma donnée. Et donc, j'ai créé une classe qui est le CRUD Department. Et j'aurai potentiellement plusieurs méthodes, en l'occurrence ici, il n'y en a qu'une seule, qui me permettront de récupérer des valeurs donc, au sein donc, de ma base de données. Je retrouve un attribut qui est la connexion, puisqu'on sait que sans connexion, on ne peut pas accéder, on ne peut pas exécuter nos requêtes. Et donc dans le constructeur, je transmets cette connexion, je la mets dans l'attribut, puis j'ai écrit une méthode, donc getDepartment, qui renvoie donc une entité department et qui va faire une requête. En l'occurrence, ici, j'ai utilisé une requête préparée, chose que je ne vous avais pas encore montré. Donc, ce n'est pas un simple statement, c'est un prepared statement. C'est la vraie bonne pratique, utiliser les requêtes préparées, parce qu'en fait, ça colmate certaines failles de sécurité. Et je retrouve ici ma requête SQL. Très bien. Je retrouve ici un point d'interrogation pour indiquer le paramètre à fournir à cette requête SQL. En l'occurrence, c'est l'ID. Puis ensuite, je peux fournir l'ID à travers l'appel d'une méthode ici setLong, en transmettant donc l'ID qui arrive en paramètre à cette méthode. Ensuite, je peux faire un execute query, puis je vais pouvoir parcourir le result set. Je vais binder le résultat dans mon objet department, et enfin, je vais retourner l'objet department. Il se passerait quoi dans ma classe application si j'utilise une classe de ce type? Tout simplement, tout ce code. Alors, on va faire un petit peu de nettoyage. On va prendre ça. On va le mettre en commentaire. Ici. Donc, je vais initialiser mon CRUD department. On va l'appeler CD. C'est égal à new CRUD department. On se souvient qu'il veut une connexion en paramètres. Ça tombe bien, j'en ai une à lui fournir. Puis ensuite, j'ai juste à faire un appel de cd.getDepartmentById. En l'occurrence, je choisis arbitrairement le 1. Ce code, donc, je vais le mettre ici. Et je pourrais choisir typiquement d'afficher, on ne va pas réécrire quelque chose qu'on a déjà écrit. Voilà. Toc, le résultat. Et donc là, on voit qu'en une ligne de code, on a récupéré un CRUD department. À une deuxième ligne de code, on a simplement fait un appel. Et on voit bien que ça sera beaucoup plus simple à manipuler par nos autres classes, par nos autres bouts de code, un objet tel que le CRUD department, que de devoir écrire à chaque fois tout ce type de code. Si j'exécute ce programme, en sauvegardant la classe tant qu'à faire avant,
hop, je récupère bien l'ID 1 ici, IT. Si je lui fournis l'ID 2, je récupère bien HR. Et donc, j'ai mis en place un simple DAO qui me permet donc de communiquer avec ma base de données. J'avais également créé un bout du CRUD employee où on retrouve ici donc le get employee, un petit peu comme on a vu, mais également le create employee. Cette fois-ci, je fournis en paramètre un objet employé, puis je vais écrire la requête SQL d'insert into. Je vais fournir les différents paramètres et faire ce qu'on appelle un execute updates. Ce bout de code me permet de récupérer la clé primaire auto-générée et de l'insérer. Alors, c'est ce bout de code qui permet de récupérer la clé primaire. Et ici, je peux donc l'insérer au sein de mon objet employé, et ainsi de suite. Il est 18h02. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer. J'ai réussi en tout cas à atteindre l'un des premiers objectifs, c'est de vous montrer dans les grandes lignes de quelle façon est-ce qu'on communique avec une base de données en Java de la façon la plus simple possible, puis ensuite de voir comment est-ce qu'on peut évoluer vers une façon plus intelligente, plus efficace dans ma communication avec ma base de données, notamment avec la création d'entités. Et donc, on va binder les données qui sont dans la table avec ces entités. Puis ensuite, on va pouvoir créer potentiellement des objets qui seront dédiés au binding de données avec ces fameuses entités. Ainsi, mon code Java ne fera plus finalement de la communication avec de la base de données en direct, mais passera toujours par ce type de classe. Et l'étape d'après, eh bien, c'est de mettre les mains dans des frameworks comme Hibernate, comme Spring Data JPA, qui, eux, vont faire pour vous eh bien, carrément ce binding. C'est-à-dire que ce qu'on a fait ici à la main, qui est de récupérer la valeur donc, dans la base de données et l'insérer dans l'objet, les frameworks le feront pour vous. Et donc, vous gagnerez encore des lignes de code. Et bien plus on évolue vers ces types de programmation qui sont optimisés, plus vous vous concentrez sur la logique métier de votre application et beaucoup moins sur les détails techniques de la communication avec la base de données. Par exemple, on peut utiliser des frameworks et ne plus écrire de requête SQL. Un développeur demain peut ne pas avoir besoin d'écrire une seule requête SQL et communiquer pour autant avec une base de données. Et de cette façon, bien, vous êtes d'autant plus concentré sur la logique métier plus que sur ces aspects techniques. Et on atteint bien l'objectif qui est de fournir des applications qui sont d'une meilleure qualité, plus capables aussi à évoluer et bien à répondre aux besoins du métier. Alors Alexandre, je pense que le temps est écoulé. Je crois que c'est raisonnable pour prendre les questions maintenant. Qu'en penses-tu ? Alors tout à fait, oui, c'est tout à fait raisonnable. Alors j'ai vu une nouvelle question de la part d'Olivier, il me semble, donc je peux ouvrir son micro si s'il le souhaite. Alors, tac, Olivier, c'est à vous. Oui, merci. Donc c'est encore moi. Pour reprendre en fait l'exemple de tout à l'heure sur l'association réflexive, où tu nous avais expliqué donc il fallait créer une table d'association pour représenter Oui. l'association plusieurs à plusieurs. Donc on avait créé une table supplémentaire, je dirais. Maintenant, si on veut la représenter, cette association en Java, est-ce que donc comment on peut faire ça? Est-ce qu'il faudrait créer un nouvel objet pour matérialiser cette table, ou est-ce que c'est mieux peut-être par exemple de faire dans l'entité effectivement employée une liste d'autres employés? Comment on peut représenter, donc je dirais avec des objets Java, cette association réflexive? C'est ça, hein, tu as donné une partie de la réponse. On va éviter en Java de créer des entités qui représentent des tables de jointure. Ce serait pas une bonne pratique. On va plutôt se servir des objets Java et des différents types. Alors, imaginons qu'on ait la réflexivité la plus simple. Je vais ici avoir un objet qui est de type employé, d'accord, qui correspond au boss, on le disait. Et après, ça sera mon code Java qui devra gérer donc le fait d'être capable eh bien, de créer cet objet employé. Typiquement, quand je vais ici dans mon CRUD employé récupérer une valeur, je ne vais pas récupérer un objet comment ça s'appelle employé, enfin, je ne vais pas récupérer un objet employé qui correspond au boss. Ce que je vais récupérer, c'est quoi? C'est si je fais
un RS, j'aurai un get int, pardon, du boss ID, si on reprend ce que j'avais fait. Donc de là, il faudrait que je écrive une autre quête SQL pour de nouveau interroger la table employée, récupérer toutes les valeurs associées à cet ID, puis construire l'objet employé. Et enfin, après, je ferai un employé.set boss. Alors là, la méthode n'existe pas, hein, avec l'objet qui a été créé. Voilà. Donc, je ferai ce mapping moi à la main. Si jamais, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il me génère ça. Voilà. Si jamais, en fait, je veux faire une réflexivité sur plusieurs autres employés, bien même principe, tu l'as dit toi-même, je peux tout simplement ici mettre une liste, relations, voilà, on pourrait imaginer. Et de la même façon, bien, je vais devoir gérer dans mon CRUD le fait de créer cette liste lorsque je vais récupérer l'employé. C'est tout l'avantage ici des frameworks, Olivier, parce que tu verras que lorsque tu commences à gérer à la main ce type de binding, bah, des fois, ça peut devenir très complexe, là où les frameworks, en fait, te le gèrent automatiquement. D'accord. Est-ce que ça répond bien à ta question? Ça répond tout à fait à ma question. Merci beaucoup. J'en profite, du coup, j'avais une autre petite question. Tu pourrais expliquer quelles sont peut-être les bonnes pratiques pour fermer tout ce qui est les connexions, les prepared statements, donc tout ce qu'on a ouvert, les bonnes pratiques pour les fermer une fois qu'elles sont ouvertes? Alors, la première bonne pratique, et presque, j'ai envie de dire, l'unique, c'est celle-ci. Le fait d'appeler le close. Également, ici, le close, il est donc dans mon try parce que j'ai mis à l'intérieur de ce dernier la connexion, mais je pourrais mettre dans le finally, donc le close en fonction de où j'ai initialisé ma connexion, et ça, et donc ça me la terminerait. Je mettrai en avant dans ce webinaire uniquement ce point, le fait de fermer la connexion. N'oublions pas qu'on est dans un contexte Java avec un garbage collector et avec la suppression au cas où des valeurs en mémoire qui ne sont plus utilisées, le cas échéant. Si tu utilises bien évidemment un framework, et je reviens sur le point des frameworks ORM, parce que ça va vraiment devenir votre quotidien, eh bien c'est géré bien évidemment, bien souvent, directement par le framework. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Avec plaisir. Ok, super. Dernière question donc, de Charlotte qui ne souhaite pas ouvrir son micro parce que c'est une question rapide visiblement. Est-ce que tu peux citer, Romain, des exemples de frameworks pour éviter d'écrire des requêtes SQL qui te permettent de faire ce genre de choses? Oui, bien sûr. Alors, il y a Hibernate, qui est certainement le plus connu et le plus utilisé. Oui, je pense le plus utilisé aujourd'hui dans le monde Java. Et on a d'autres frameworks qui sont aussi très utilisés, surtout dans les environnements Spring. Je mentionnais à l'oral Spring Data JPA. On peut retrouver aussi un autre framework qui est Spring JDBC, mais qui est un petit peu moins poussé et qui va nous faire mettre les mains un petit peu plus dans le cambouis. Voici déjà, je pense, deux exemples qui sont très, très pertinents au vu du parcours sur lequel vous êtes et des réalités du métier, quoi. Super. Eh bien, plus de mains levées, plus de questions à l'horizon, il me semble. Donc, on va remercier Romain pour ses éclairages et cette démonstration sur ces exercices. Bon, on espère que ça a répondu à des interrogations pour les étudiants. Donc j'en profite pour vous dire que ce webinaire, il a été enregistré, donc on le mettra en ligne dans la bibliothèque de webinaire. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin. L'idée, c'est aussi qu'on puisse continuer à interagir avec l'ensemble de la communauté sur Workplace et autres. Voilà, donc on va terminer dès maintenant. Grand merci à Romain, grand merci à votre participation. Et on se dit à la prochaine pour d'autres webinaires donc, qui seront animés par l'ensemble de l'équipe d'Open Classroom et des mentors qui sont motivés comme jamais. Merci à vous. Avec plaisir. Oui, merci à toi Alexandre. Et il y a encore beaucoup à découvrir en tout cas. Hein. N'hésitez pas à aller beaucoup plus loin sur tout ça. Bien sûr. À bientôt et merci.